Bien, bien, voilà, on me fait signe qu'on peut y aller. Hein, nous voilà partis pour le dernier round, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, hein, de ce colloque qui a été extrêmement intense. Alors, on a la chance d'avoir comme invité aujourd'hui, il est là depuis 2 jours, hein, Marcel Sassola, qui a immédiatement répondu oui à notre appel quand on a demandé qu'il puisse participer à ce colloque. Je vais le présenter brièvement, parce que, comme je lui ai dit, c'est pas tellement ce que je peux dire de lui qui est important, mais c'est ce que lui va nous dire qui est important. Je veux simplement rappeler, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, qu'il est président de l'association Santé mentale et communauté de Villeurbanne à Lyon, dont il a été responsable médical pendant plus de 30 ans. Alors depuis 1986, il anime en qualité de directeur scientifique le cours sur les techniques de soins en psychiatrie organisé tous les 2 ans à Villeurbanne par cette association. Il est psychanalyste, il est membre de la société parisienne de psychanalyse, le groupe de psychanalyste, d'accord. Il est l'auteur de très nombreux livres, hein, je pense que la plupart d'entre vous les connaissez, hein, notamment son fameux La psychose à rebrousse-poil, que vous pouvez trouver facilement, notamment en poche dans la collection Erez. Et récemment, il a publié un nouveau livre qui s'intitule Quel poids pour soigner les personnes souffrant de troubles psychotiques. Également aux éditions Erez, il était à votre disposition, hein, dans le stand de la librairie des lectures. Si je peux me permettre d'interrompre, Étienne, c'est un peu une usurpation d'auteur, parce que je ne suis pas l'auteur de ces livres-là. Je suis seulement le coordinateur. C'est les textes des colloques qui ont lieu tous les 2 ans, dont j'ai la responsabilité d'assurer le rassemblement, la présentation. Parce que je ne suis pas l'auteur de un seul dans tous ceux que tu as évoqués, dont je suis vraiment l'auteur, c'est la psychose à rebrousse-poil. D'accord. Vous voyez comment Marcel Sassola a un sens de la justice. Bon, il a bien raison. Non, pas du tout. Écoutez, en tout cas, on se réjouit là, de pouvoir l'entendre. On va lui laisser la parole. Je vous la donne. Bien, merci. Moi, je suis très heureux d'être ici. Je remercie Étienne de cette invitation qui m'a permis de participer depuis 2 jours à ce colloque dont la richesse m'a impressionné. Je trouve qu'il y avait beaucoup de variété et de pertinence dans tout ce qui s'est dit. Et je voudrais justifier un peu ce titre aujourd'hui. Je disais les communautés thérapeutiques demain, en gros, c'est ça. Parce qu'au fond, je redoute toujours, quand il y a des réunions comme ça, que cela tourne un peu à la glorification du village gaulois. On est entre nous, on est content, on a l'impression qu'on est très nombreux, alors que ici, peut-être vous êtes nombreux, en Belgique, en France, les communautés thérapeutiques, elles se comptent sur les doigts en disant 2 mains, peut-être, mais pas davantage. Donc, m'a semblé intéressant de peut-être essayer de resituer ce mouvement des communautés thérapeutiques dans la psychiatrie d'aujourd'hui et de demain. Et alors, quand on se pose cette question, et quand on a écouté, par exemple, tout ce qui s'est passé depuis 2 jours, la première chose qui vient à l'esprit, c'est, à moi en tout cas, c'est que finalement, les communautés thérapeutiques, on ne peut pas les considérer comme un modèle, ou bien alors il y a beaucoup de modèles, parce que vous avez vu la variété de situations institutionnelles qui ont été présentées ici. Donc je ne pense pas en effet que dans la psychiatrie à venir, on puisse considérer que les communautés thérapeutiques seront un modèle. Et puis, d'autre part, un autre argument contre cette évolution-là, c'est l'évolution de la société, enfin l'évolution de la psychiatrie, qui de plus en plus, on en a déjà parlé beaucoup, je ne vais pas revenir là-dessus, va vers l'uniformisation, les grosses maisons. Nous-mêmes, par exemple, Villeurbanne, nous sommes une petite institution qui a réussi ce tour de force de résister à beaucoup de périls depuis pas mal d'années. Le péril étant toujours celui que les autorités de tutelle nous mettent sous le nez, c'est adossez-vous à un hôpital, vous êtes petit. Alors on a eu une autre réaction, c'est qu'au lieu de s'adosser, on a réussi à grandir un peu, ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans la situation de la psychiatrie actuelle. On a réussi à créer depuis 2 ans 2 structures, dont une en collaboration
collaboration avec l'hôpital psychiatrique, sous l'injonction de l'ARS, un SAMSA. Et il y avait un appel à projet, enfin bon, je ne rentre dans les détails, mais on a créé cette structure, on a créé un service d'hospitalisation psychiatrique à domicile intensif, qui a aussi un grand intérêt, et donc tout ça fait que nous avons augmenté notre périmètre d'action, le nombre de salariés qui sont chez nous, qui aujourd'hui avoisine la cinquantaine. Donc c'est plus tout à fait une petite institution comme celle dont on a parlé, qui ont quelquefois en charge 13 patients. Nous maintenant nous sommes un réseau dans lequel il y a diverses structures, dont certaines d'entre elles ont été évoquées ici, les communautés thérapeutiques de la Baïse, du Cerisier, le centre de crise qui s'appelle la MAP, le SAMSA dont je viens de parler, le service d'hospitalisation à domicile, un autre service qui est dédié aux suicidants, aux gens qui viennent de traverser une grave crise. Et on fait escale au service d'urgence des hôpitaux lyonnais et viennent chez nous pour une prise en charge ambulatoire de 2 mois. Une structure dédiée à la parentalité, aux difficultés rencontrées par des mères, des pères qui viennent d'être, des hommes ou des femmes qui viennent d'accéder au statut de parent. Encore une autre structure qui répond aux difficultés psychologiques des jeunes adultes et qui ont du mal, eux, à faire la démarche pour venir entrer dans un circuit psychiatrique. Il y a cette sorte de structure qui est comme un préambule à une prise en charge éventuelle. Enfin, je ne veux pas ici vous énumérer tout ce qu'on fait, mais tout ça pour dire que pour pouvoir ne pas périr, nous sommes été obligés de grandir. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, le risque de ces petites structures, en tout cas en France, évidemment, je ne parle que de ce que je connais, c'est cela. C'est ou être absorbé par une grosse structure comme un hôpital, ou s'associer, ou s'agrandir, ou s'associer à d'autres. Enfin, il me semble donc que le modèle des communautés thérapeutiques, l'évolution de la société n'est pas très favorable à ce modèle-là. Je ne crois pas qu'on puisse penser qu'il va se développer beaucoup. D'autant plus que se développent, en tout cas en France, des structures d'hébergement pour les patients ayant des troubles psychiatriques qui ont c'est heureux que ces structures soient apparues parce qu'il y avait une grande carence dans ce domaine. Mais ces structures ont la particularité d'être toutes très à orientation plutôt pragmatique. Il s'agit de trouver des places pour des patients qui ne se relèvent plus directement de l'hôpital psychiatrique. Et volontiers, la perspective est plus réadaptative ou occupationnelle que thérapeutique, comme le sous-entend le terme de communauté thérapeutique. Donc il ne me semble pas qu'on puisse dire que les communautés thérapeutiques ont un bel avenir en tant que telles. Même du côté des patients, il me semble qu'il y a peut-être plus, je crois qu'avant, une certaine réticence des patients à s'engager dans des prises en charge comme celle-ci qui ont une certaine exigence, qui demandent de leur part un investissement aussi sur le long terme. Et je crois que donc on ne peut pas considérer que voilà un modèle pour la psychiatrie de demain. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on entend cette phrase, au contraire, je suis très optimiste, non pas sur les communautés thérapeutiques stricto sensu comme modèle, mais comme exemple. Voilà un excellent exemple, un formidable exemple de ce que pourrait être la psychiatrie, de ce qu'elle peut être par rapport à la psychiatrie médicale classique. Voilà une alternative à la psychiatrie construite, pensée sur le modèle de la médecine. Et je pense que c'est notre vocation à nous, tous ceux qui travaillons dans cette sphère-là, de, par l'exemple, montrer qu'il y a une autre approche de la psychose et des troubles psychotiques que l'approche strictement médicale qui a aujourd'hui le vent en poupe. Alors, pour pouvoir mieux faire comprendre ce que je vais dire là, je me permets de faire un petit retour en arrière en parlant un peu de moi et de notre institution à ses tout débuts, parce que je crois que c'est très utile de revenir sur des choses, je dirais, des virages importants qui ont marqué l'histoire d'une institution. Alors pour moi, ça se passe dans les années 70, et le
premier virage, si vous voulez, c'est celui-ci, dans lequel une salle d'attente est devenue un groupe, et ensuite un groupe est devenu l'institution. Et je crois que c'est important de rappeler ça, parce que dans les deux cas, ont été utilisées les potentialités des patients. Au lieu de les considérer comme des sujets porteurs de symptômes, on les a vécus, ressentis, on leur a montré que pour nous, il n'était pas que cela. Alors, en quelques mots, c'était au tout début de la psychiatrie de cette ère, en 1960, oui, 5 ou 6, en tout cas avant 68, puisque c'est une date qui nous a marqué, je pourrais dire pourquoi. Et donc, à ce moment-là, j'étais un de ces fantassins de la psychiatrie de secteur, ceux qui ont commencé à aller faire des consultations en dehors de l'hôpital psychiatrique. Moi, j'avais un cursus un peu particulier, j'ai eu une formation psychiatrique tardive, j'étais médecin de médecine générale au Maroc, et pour des raisons personnelles, je suis revenu, et j'avais un certain intérêt pour la psychiatrie, donc j'ai fait ce qui s'appelait à ce moment-là, je ne sais pas si ça existe toujours, le CES de psychiatrie. Et juste à la fin de mes études, j'ai eu des vacations chez le professeur Zilota pour assurer des consultations. D'abord à l'hôpital psychiatrique, et puis très vite, dans le premier centre de santé, c'est-à-dire qui s'appelait à ce moment-là le dispensaire d'hygiène mentale, ce qui est devenu ensuite centre des CMP, et donc j'assurais là une consultation. Alors, j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette consultation en dehors de l'hôpital. Pour ceux qui sont plus jeunes, ça ne dit peut-être rien, mais sortir de l'hôpital psychiatrique, c'était vécu comme un événement pour nous. Alors on vivait avec cet espoir, cette idée naïve, qu'il suffisait de sortir de l'hôpital. Beaucoup de personnes ont parlé de la nocivité de l'hôpital psychiatrique comme il était conçu à cette époque-là. Beaucoup de gens, donc, comme moi, pensaient qu'il suffisait de sortir de l'hôpital psychiatrique pour que la psychiatrie change. Alors j'avais donc une consultation dans un lieu